93%. Aujourd'hui, en France, 93% de la population âgée de 12 à 39 ans possède un smartphone. Un constat qui m'a personnellement frappé le jour où je me suis retrouvé parmi les 7% restants sans smartphone. Ce jour-là, dans les transports en commun, j'avais plus la possibilité d'écouter ma musique en streaming ou de surfer sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une profonde solitude sans tous mes stimuli du quotidien. Alors, pour occuper mon temps, je me suis mis à observer pleinement mon environnement et plus particulièrement les personnes avec qui je partageais ces trajets quotidiens. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ces personnes-là étaient comme moi, constamment rivées sur leur smartphone. Ma conscience, orientée vers ce qui se déroulait autour de moi, m'a fait naître un sentiment assez étrange. Même si je m'étais senti seul sans mon smartphone, je me suis rendu compte qu'on l'était tous avec, indirectement, isolés dans nos bulles technologiques. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter. Je m'appelle Antoine Avigo et en 2016, j'ai rejoint Strat École de Design dans le but de créer des expériences humaines et sensées par tous les moyens possibles. C'est ce qui m'a indirectement poussé vers le design d'interaction en troisième année. Par la suite, j'ai eu la chance de réaliser mon stage de troisième année au sein de l'agence Babel en tant qu'assistant designer de service. Ce stage-là, il m'a permis de me conforter dans l'idée de faire du design de service mon métier d'avenir. Et également, actuellement, je suis en processus de recrutement pour l'Experience Center de PwC sur Paris. À côté de ça, j'ai eu aussi la chance de réaliser mon échange universitaire à l'UQAM de Montréal dans un programme de design de l'environnement, un programme qui aujourd'hui a encore des répercussions fortes sur le designer que je souhaite devenir à l'avenir. La prise de conscience que vous avez racontée en introduction, elle m'a poussé à comprendre comment la quasi-totalité d'une part de la population en était venue à dépendre quotidiennement de ces outils technologiques. C'est ce qui m'a amené à ce travail de mémoire et donc à celui-ci pour une appropriation de l'attention. Mon mémoire, il traite la question initiale suivante. L'instantanéité empêche-t-elle d'éprouver l'instant présent? De nos jours, l'instantanéité, elle est prédominante dans notre mode de rapport au temps. Elle implique un monde régi par l'urgence. Cependant, vivre l'instant présent comme expérience de présence au temps et aux choses est complètement contraire à l'urgence. Et malheureusement, il y a un amalgame qui s'est créé entre ces deux notions, où aujourd'hui, vivre dans l'instant présent a déteint sur le fait de vivre l'instantanéité, et aujourd'hui, vivre dans le régime de l'urgence fait que l'on vit l'instant comme une expérience de présence. De ce mémoire, plusieurs grands enseignements en sont ressortis. L'association d'un système capitaliste et des nouvelles technologies de l'information et de la communication a fait naître ce nouveau mode de vie qu'est l'urgence. Cette association, elle s'est faite dans une volonté de manipuler notre attention dans des objectifs économiques, et donc l'instantanéité et le moment présent orientés vers des fins économiques, mais a malheureusement détérioré cette attention pour le temps long et les problématiques mentales, sociales et environnementales de notre avenir. Seulement, au vu des futurs goulots d'étranglement qu'on va devoir traverser, il devient important pour l'homme de se reprojeter de nouveau sur ce temps long et donc de reprendre une attention à ces différents environnements. Une solution qui peut être trouvée dans le développement d'une approche dite écosophique. Une approche qui suit un cheminement précis, passant tout d'abord par l'évolution des comportements individuels, l'écologie mentale, puis des comportements collectifs, l'écologie sociale, pour tendre globalement tous ensemble vers des comportements respectueux de tout environnement, l'écologie environnementale. Dans cette continuité, un mouvement comme Black Lives Matter est né du détournement du smartphone par son utilisateur afin de relever et critiquer une problématique sociale. J'ai alors supposé que les outils technologiques, conçus de base de façon à répondre à des besoins économiques, pouvaient être détournés et répondre finalement à des besoins ou des problématiques mentales, sociales et environnementales, permettant ainsi le développement de comportements dits écosophiques. Ces grands enseignements m'ont mené logiquement vers cette question de designer. Comment, en tant que designer, puis-je détourner les outils technologiques vers le développement de comportements écosophiques? Avec cette question, mon intention était de comprendre si, par le biais du détournement ciblé sur les outils technologiques, on n'avait pas là un moyen de développer une réponse inédite pour essayer de faire améliorer les comportements des individus qui perdent toute attention face à ces environnements problématiques. Pour cela, j'ai décidé d'adopter la démarche du designer de service, une démarche que j'expérimente depuis un certain temps, que je souhaite développer à l'avenir et qui, selon moi, se prêtait très bien à ma question, qui traite notamment des comportements des individus. Donc pour cela, j'ai commencé mon travail par une grande phase d'immersion. Je me suis tout d'abord plongé sur ma problématique afin d'analyser chacune des thématiques présentes de ma question. Et je me suis notamment arrêté sur le détournement, en tout cas la pratique du détournement artistique, et comment, associé aux technologies, il pouvait être possible pour moi de changer la fonction de base de ces technologies et faire qu'ils deviennent de puissants outils révélateurs de problématiques méconnues ou ignorées. Car selon moi, quand on change la direction des choses, on se lève souvent le voile d'évidence qui les recouvre et qui nous les rend malheureusement un peu trop habituels.
Le détournement me permettrait aussi, à la manière du nudge design, d'inciter en douceur les individus à changer de comportement de façon douce. Ensuite, il me fallait rentrer dans le concret et donc une grande phase d'immersion et d'observation de terrain s'en est suivie. Le but était pour moi de recueillir des retours d'utilisateurs concernant ces problématiques-là et de recueillir des points de tension et des propositions de réponses clés. J'ai donc commencé par réaliser un travail d'observation sur plusieurs semaines axé sur ces 3 différents comportements: la consommation de nourriture, de musique en streaming et également de cigarettes. L'analyse de ce comportement elle a été pratique pour moi puisqu'ils étaient quotidiens autour de moi et donc ça m'a permis constamment de faire l'analyse de tous ces comportements. Le plus grand constat à retenir de cette observation est que pour chaque comportement quotidien réalisé, donc se nourrir, fumer une cigarette ou se déplacer, l'attention elle est toujours portée vers d'autres actions ou d'autres comportements. Ça peut être aussi bien une discussion, une pensée ou un déplacement comme je l'ai dit, mais au final ces autres comportements et ces autres actions viennent prendre le dessus sur la conscience de l'individu et donc indirectement sa conscience n'est plus portée sur son action quotidienne mais sur tous les autres stimuli qui viennent le dissuader. Les entretiens dynamiques que j'ai ensuite réalisés ont permis de confirmer cette hypothèse en allant questionner également un autre point qui était intéressant pour moi. Est-ce que ces individus ont conscience des impacts et conséquences de leur comportement quotidien? Malheureusement, au vu des premiers retours et des verbatims que j'ai pu recueillir, notamment sur la consommation de cigarettes, la priorité pour ces personnes-là n'est pas forcément d'avoir une conscience par rapport à la planète ou autre. Ils veulent juste réaliser ce besoin et être distraits dans celui-ci. Et donc ça confirme bien qu'au final, ils n'ont pas de connaissance globale par rapport à leur comportement quotidien. Ces entretiens, ils m'ont également permis de comprendre quels étaient les leviers de motivation qui pouvaient les pousser à changer de comportement, à l'améliorer. Le premier, c'est celui de ressentir plus de plaisir dans ce changement de comportement. Le second, il est dans le fait de ne pas forcer l'utilisateur à changer de comportement. Et enfin, le dernier répond d'une intuition personnelle en tant que designer. Et je me suis demandé s'il y avait une possibilité de communiquer avec son soi futur, est-ce qu'il aurait une influence sur vos changements de comportement présents et est-ce qu'il pourrait vous pousser à vous améliorer? Et étonnamment, à chaque fois, les réponses furent positives. Donc, que tirer de ces constats tirés de ma première phase d'observation? Tout d'abord, les individus n'ont plus du tout conscience de leur comportement quotidien, ce qui a pour conséquence qu'ils n'analysent plus du tout les problématiques qui en sont liées. Cependant, si l'utilisateur pouvait ressentir plus de plaisir dans son changement de comportement et n'était pas forcé dans celui-ci, il serait tout à fait motivé à le faire. Et j'ai aussi découvert qu'une communication inédite entre son soi présent et son soi futur pouvait avoir un impact dans l'évolution de ce comportement. Suite à ces premiers retours, j'ai décidé de partir sur une seconde phase de recherche, cette fois-ci focalisée sur le comportement du cerveau. Cette réflexion, elle est venue par la suite de certaines questions que je me posais par rapport à plein de contextes et faits actuels, où je me suis dit, si aujourd'hui on est de plus en plus conscient de toutes ces problématiques qui sont liées à nos comportements présents, pourquoi on n'agit pas forcément constamment pour les résoudre? Et la réponse, elle se trouve dans le cerveau, dans notre cerveau, et ça va être important pour moi de vous l'expliquer pour la suite du projet. Situé au centre du cerveau, le striatum que vous voyez là en rouge, c'est une partie de notre cerveau qui nous manipule et qui nous pilote depuis des millions d'années. Le striatum, il va contrôler le système de récompense du cerveau. Il va produire de la dopamine, l'hormone du plaisir immédiat, lorsque toute action réalisée obtient la satisfaction qu'il en attend. Pour libérer cette dopamine, le striatum il va rechercher 5 objectifs fondamentaux qu'on appelle des renforceurs primaires. Il y a l'action de se nourrir, de se reproduire, la recherche d'un statut social, d'information et enfin la minimisation des efforts. Le striatum, il est vraiment super puissant, c'est-à-dire qu'il va surproduire de la dopamine si une action réalisée obtient un meilleur résultat que la fois précédente. Donc c'est un puissant outil d'apprentissage, d'optimisation et d'amélioration constante. Mais malheureusement, même si ce striatum il était vital à notre époque d'Homo sapiens, il est aujourd'hui beaucoup plus contraignant, voire très problématique. Ce besoin de vouloir toujours plus, forcé par ce besoin de vouloir toujours plus, impliqué et forcé par le système capitaliste prônant la croissance exponentielle et les outils technologiques qui facilitent l'accès à ces 5 renforceurs primaires, est vraiment une des conséquences et une des raisons des problématiques que nous traversons quotidiennement actuellement. De plus, il faut savoir que le striatum, il nous fait prisonniers du présent. Parce que dès qu'un plaisir se présente face à nous, on s'en saisit, ne nous permettant plus de dissuader les impacts et conséquences futures liées à nos actions présentes. Indirectement, ce phénomène s'appelle la dévalorisation temporelle
et il a un grand lien avec notre confiance en l'avenir qui malheureusement est de plus en plus incertain. Et ce phénomène explique pourquoi on a une incapacité à agir dans le présent pour résoudre les problématiques futures liées à nos comportements. Heureusement, on a la possibilité de détourner ce striatum et faire qu'il ne recherche pas forcément de façon exponentielle l'accès à ces 5 renforceurs primaires. Et donc, moi, je me suis demandé si par rapport à ma volonté de développer des comportements écosophiques, on pouvait imaginer que le striatum recherche l'accès à ces comportements écosophiques. Il y a 2 grandes pistes qui permettent d'y répondre. La première, elle se trouve dans le conditionnement opérant, où toute action, n'importe laquelle qu'elle soit, suivie d'un renforceur primaire, va produire de la dopamine dans le cerveau. Mais avec le temps, cette action ne dépend plus du renforceur primaire qui la suivait pour produire cette dopamine. Donc indirectement, on déplace la récompense vers ce que l'on souhaite, et donc on peut valoriser ainsi de nouveaux comportements que ne recherchait pas notre cerveau habituellement. La seconde, elle est dans le développement de notre pleine conscience. Le striatum est complètement pas du tout influencé par la conscience, ce qui fait que si aujourd'hui on arrive à développer des comportements de pleine conscience dans nos actions et dans nos comportements quotidiens, on peut indirectement pousser le cerveau à avoir plus de plaisir, mais avec moins de stimuli. Et donc cet exercice, il va permettre de maîtriser son attention, de développer la modération, le fait d'avoir moins mais mieux. Et donc indirectement, en allongeant la durée de conscience, on va permettre de combattre cet effet de dévalorisation temporelle et ainsi de retrouver une attention et un contrôle sur le temps long et sur notre perception de l'avenir. Donc ces 2 pistes, elles impliquent une rééducation inédite de notre cerveau qu'il faut vraiment prendre en compte pour la suite du projet. Donc voici les 3 grands constats clés liés qui découlent de cette seconde phase d'observation. Le premier, c'est qu'on a un cerveau qui est responsable de nombreuses problématiques présentes et à venir de nos sociétés. Heureusement, son fonctionnement il peut être détourné par le conditionnement opérant ou les exercices de pleine conscience, dans le but qu'il recherche de nouveaux comportements vertueux à l'avenir. L'ensemble de ces éléments m'a permis de développer une première réponse et fait suite justement à une première réponse à ma question de designer. Je vous présente donc ma première réponse qui a été retour sur soi, une expérience de communication inédite entre son soi présent et son soi futur, permettant le développement de comportements dits écosophiques. Imaginez maintenant une expérience d'introspection inédite permettant, par le biais des détournements, des exercices de pleine conscience et également du conditionnement opérant, qui soient des leviers de succès. À qui s'adresse Retour sur soi? La cible à laquelle je souhaite m'attaquer est plutôt jeune, je la catégorise entre on va dire, les 15-30 ans. Pourquoi cette cible? Parce que pour moi, c'est une cible d'avenir qui souhaite aujourd'hui que nos sociétés, nos mentalités évoluent constamment et qui est également en pleine construction de leurs nouveaux comportements qui vont s'installer à long terme. Une cible qui, pour moi, se doit à l'avenir de développer leur conscience quant à leurs actions quotidiennes dans le but que ça influence petit à petit l'ensemble du groupe. Donc mon souhait était à partir de ce concept général de générer une phase de co-création avec les individus. Mais vous l'aurez compris, malheureusement, en cette période un peu compliquée, je n'ai pas pu réaliser des phases de groupe workshop créatif ou ce genre de phase de co-création groupée. Donc je me suis quand même rabattu sur des échanges individuels dans le but de confronter quand même la réponse globale à ces utilisateurs et d'avoir des nouveaux points de tension que je n'aurais pas pu penser à ce moment-là. Il y a pas mal de grands retours très enrichissants que j'ai pu obtenir. Le premier était la crainte de percevoir son reflet futur visuellement. En effet, ça m'aurait fait rentrer dans un débat éthique beaucoup trop complexe et également le fait de se voir visuellement un peu vieilli peut être gênant et ne pas être apprécié par la personne qui utiliserait mon service et donc ça peut malheureusement atteindre mon service et donc faire qu'il soit mal utilisé et qu'il ne soit pas du tout utilisé finalement. La seconde, elle questionne l'idée de cette communication. Beaucoup se sont demandé si, avec les technologies actuelles, il était possible pour moi, même si c'est une communication imaginaire, de recréer cet échange un peu fictif entre son soi présent, donc l'utilisateur, et ce soi futur. Il fallait que ce soit réaliste, donc c'était pour ça qu'aussi il y avait des questions autour de ça. Le troisième point, il concerne également le ton de l'échange. Si je tombe sur un ton très moralisateur de la part de mon service, je peux tout de suite braquer l'utilisateur qui souhaite améliorer ses comportements, et donc indirectement, ça va le bloquer, il va tout de suite arrêter d'utiliser mon service. Et donc, afin de créer ce reflet de soi futur, il m'a paru tout de suite important d'imaginer un objet physique qui, par son apparence, rappelle les codes de l'introspection, par sa technologie et par la technologie qu'il embarque plutôt,
qui permettent justement la création et l'enrichissement de la discussion entre son soi présent et son soi futur. Et enfin, par son usage, il devait permettre à l'utilisateur de créer et de lancer ce premier échange un petit peu inédit pour lui. Les technologies existantes, elles m'auraient permis facilement de matérialiser justement cette communication visuelle entre le soi présent et le soi futur. Mais malheureusement, elles reprennent quasiment toutes le même code d'introspection, le reflet visuel. Et au vu des retours utilisateurs que je vous ai présentés précédemment, il était impossible pour moi de l'utiliser. Alors je me suis mis dans une impasse. Comment représenter le reflet futur visuellement, ou comment représenter le reflet visuel d'une personne sans cet aspect visuel? J'ai cherché par d'autres moyens et je suis tombé sur une autre intuition personnelle qui était celle de l'écho-acoustique. Un écho-acoustique, c'est l'émission d'un son qui est ensuite renvoyé à son usager ou à la source d'émission parce qu'il y a une surface qui l'a reflété. Je me suis alors demandé s'il n'y avait pas moyen de détourner cet effet d'écho-acoustique et faire que, par un twist technologique, que la personne s'entende en avance prononcer ce qu'elle s'apprête à dire. Ça peut paraître fou. Mais en parallèle, mes recherches ont relevé qu'aujourd'hui, il y a différentes intelligences artificielles qui permettent, au bout de quelques secondes, de créer la copie vocale d'un individu à partir de n'importe quel enregistrement audio. Donc l'ensemble de ces deux éléments m'a permis de créer mon icebreaker permettant cette création de son reflet futur que je vous expliquerai plus tard. Donc indirectement, la forme de l'objet. Elle reprend les différents codes de l'introspection. Donc il faut ici imaginer un écran miroir circulaire qui va rappeler celle du miroir de la salle de bain que l'on connaît tous, miroir de table de préférence. Ensuite, la partie acoustique, elle va se composer d'un micro pour l'enregistrement du son et de transducteurs à ultrasons, qui ne sont pas réalisés ici, parce que ça coûte très cher, mais pour l'émission du son. Le choix des transducteurs à ultrasons, il est aussi important pour moi, car je ne sais pas si vous connaissez cette technologie, mais ce qui est incroyable avec, c'est qu'en fonction de l'orientation à laquelle j'oriente l'objet, vous allez être soit le seul ou soit pas du tout l'entendre. Donc ça renforçait encore plus cette idée d'introspection que je voulais au travers de cet échange-là. Et enfin, il fallait que le tout soit disposé sur une surface plate qui puisse s'incliner en fonction de la position de l'utilisateur. L'ensemble de mon idéation, elle m'a permis d'étoffer le fonctionnement que je souhaitais du service. Donc ce service, il fonctionne en 5 étapes clés. La première, je vous l'ai expliqué précédemment, c'est la création de son soi futur. Afin de développer cette communication ludique entre son soi présent et son soi futur, l'outil de communication va générer ce reflet de l'utilisateur. Ensuite va venir une étape d'analyse des comportements, où au travers encore une fois de l'objet de communication retour sur soi, celui-ci va analyser les comportements de l'utilisateur dans le but d'en faire une classification et de relever ceux qui sont le plus ou moins problématiques. Va s'ensuivre ensuite une étape d'apprentissage où le service retour sur soi va faire apprendre à l'utilisateur les problématiques liées à ces mauvais comportements et l'inciter aussi en douceur et le pousser à s'améliorer personnellement. Enfin, la quatrième étape, ça va être la réalisation de nouveaux comportements où, avec un accompagnement très personnalisé, le service va permettre de proposer à son utilisateur le développement de nouveaux comportements vertueux et qui peuvent tendre ensuite à avoir des impacts et conséquences positives sur un ensemble d'interactions. Et enfin, la cinquième et dernière étape, ça va être la valorisation de ces nouveaux comportements ou par un système qui va reprendre le conditionnement opérant ou les exercices de pleine conscience. Ces exercices-là vont permettre d'ancrer ce nouveau comportement dans le quotidien de l'utilisateur pour faire qu'il s'installe à long terme. Au bout d'un certain temps, après avoir amélioré globalement ses comportements individuels, le service va proposer un second palier d'amélioration de ces comportements, le niveau collectif. Et donc selon le même processus, l'utilisateur aura la possibilité de réaliser ses objectifs et ses exercices seul ou à plusieurs, avec des amis ou inconnus. Et cela va renforcer encore plus cette idée de groupe qui s'améliore ensemble vers un futur beaucoup plus positif. Et cette articulation, elle suit toujours la démarche écosophique, puisque je souhaite d'abord le développement et l'amélioration des comportements individuels, puis collectifs, pour tendre vers une amélioration globale de nos environnements. Petite pause, et il est temps pour moi maintenant de vous présenter donc, un scénario qui se veut un peu réaliste, même si l'objet semble un peu futuriste, de ce service. Mon histoire, elle commence au musée de l'homme, où, à l'occasion de la réouverture de Je mange, donc je suis, une exposition qui va traiter de l'amélioration et également des comportements humains liés à la consommation alimentaire, le musée voudrait apporter une nouvelle expérience aux visiteurs.
Et donc dans cette optique-là, le musée et le service retour sur soi vont s'associer ensemble dans ce but-là. D'un côté, le musée de l'homme, il va permettre de développer à ses visiteurs une nouvelle dimension, une nouvelle expérimentation immersive dans son exposition. Et d'un autre côté, le service retour sur soi va pouvoir toucher des visiteurs qui seront vraiment curieux de découvrir ce genre de concept et ce genre d'expérience. Et donc on va toucher des cibles assez créatives et très ouvertes d'esprit quant à l'expérimentation de ce produit-là. Ça va être le cas de Julie, qui a 26 ans et qui justement souhaite développer ses comportements autour de l'alimentation. C'est pour cette raison-là qu'elle se rend à l'exposition du musée de l'homme. Et par hasard, elle va tomber sur l'outil de communication retour sur soi. Elle va être très curieuse à l'idée de découvrir l'idée de s'introspecter par le biais de son reflet futur. Et c'est ce qui va l'amener à se confronter à l'objet et à commencer donc son expérience. Elle va donc se positionner face à l'outil de communication. Ainsi, pour réaliser la première étape qui va être la création de son reflet futur. L'outil de communication, il va demander à Julie de lire un texte. Ce texte est souvent en référence à l'exposition, et donc là c'est un texte orienté sur la consommation alimentaire. Julie, elle va devoir lire ce texte à voix haute. Et pendant qu'elle lit ce texte à voix haute, le microphone va enregistrer le son et lui retransmettre en direct via les transducteurs à ultrasons, permettant ainsi la création d'un écho direct de sa voix. Ça va permettre aussi à Julie de comprendre et d'entendre sa voix, parce qu'on n'est pas forcément habitué à entendre sa voix qui sort d'un appareil technologique. Mais simultanément, retour sur soi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le timbre, la variation de voix, l'ensemble des codes de la voix de Julie, dans le but d'en faire une imitation vocale. Une fois que l'imitation vocale est faite de la part de l'objet, l'icebreaker il va se lancer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Julie, qui sera toujours en train de lire ce texte, va entendre l'écho de sa voix le devancer, puisqu'il faut savoir que le texte est aussi bien connu par Julie qui est en train de le lire, que par l'IA du service retour sur soi qui est en train de le traiter. Donc elle est devancée par son écho, donc indirectement par sa voix, et ça va créer un décalage temporel un peu imaginaire et inédit, et donc indirectement, ça va créer son reflet de soi futur par l'aspect auditif. Il y a un premier échange qui va alors se lancer, qui va être scripté, qui va dépendre de l'outil de communication, qu'il aura prédéfini, et donc cet échange va s'orienter entre son soi présent et son soi futur afin de la familiariser avec ce nouveau comportement un peu inédit. Elle va être impressionnée par le fait d'entendre sa voix qui est quasiment fidèle, et elle va décider de partir sur la deuxième étape du service retour sur soi qui va être l'analyse de ses comportements. Donc à l'occasion de l'exposition, l'analyse de ses comportements va se focaliser sur le renforceur primaire lié à la consommation de nourriture. Donc Julie, elle va répondre à différentes questions dans le but que d'un côté, elle se livre aussi bien sur ses comportements de façon personnelle avec l'outil de communication. Donc ça a des questions aussi bien orientées sur la vitesse de consommation de ses repas, sur le fait que ça va lui demander aussi si elle boit assez d'eau dans la journée. Plein de petites questions qui va permettre indirectement à l'intelligence artificielle de retour sur soi de comparer ses réponses avec la base de données qu'elle aura enregistrée. Un petit détail, c'est comment retour sur soi estime ce qu'est un bon ou un mauvais comportement. Le but, c'est qu'il se base sur un appui d'études scientifiques approuvées, j'allais me répéter, c'est d'études scientifiques. Et donc l'objectif, c'est qu'à chaque fois, il aille comparer les comportements de Julie avec sa base de données pour voir ceux qui sont le plus ou moins problématiques et ceux qui mériteraient d'être résolus en premier. À la fin de cette interaction, Julie va découvrir face à elle 3 comportements problématiques. Le premier est qu'elle, malheureusement, elle grignote beaucoup trop entre les repas. Le second est qu'elle mange beaucoup trop vite. Et le troisième est qu'elle ne boit pas assez d'eau. Et parmi ces 3 comportements, pour continuer l'expérience, Julie va devoir choisir un de ces comportements à améliorer pour ensuite essayer de développer son apprentissage. Julie, elle est étonnée de savoir qu'elle mange trop rapidement, elle ne s'en était jamais rendue compte. Et donc curieuse, elle décide de sélectionner ce comportement en question-là. Donc l'expérience, elle va se poursuivre pour Julie avec la 3e étape qui va être l'apprentissage de son mauvais comportement. Où, encore une fois, pour comprendre son comportement lié à la vitesse de consommation de ses aliments, Julie elle va interagir avec l'outil de communication dans un aspect de gamification. Le but, par des quiz qui vont aussi bien du vrai au faux, des questions courtes ou encore ici du choix multiple, ça va être pour Julie de développer d'un côté l'envie d'en apprendre plus sur son comportement de façon ludique, et aussi ça va permettre au service retour sur soi de savoir quelle est la connaissance globale de Julie par rapport à ce comportement-là. Donc là on a un exemple sur quelle est la vitesse à laquelle le cerveau obtient un sentiment de satiété, et ce genre de questions-là va permettre à le service retour sur soi de comprendre, comme je l'ai dit, la connaissance globale de Julie par rapport à son comportement. Et en fonction des réponses, elle va être tentée d'améliorer sa connaissance pour indirectement certifier à ce service-là que, à la fin, elle a compris son comportement, elle sait ce que ça implique,
Elle connaît les interactions et les conséquences liées au fait de manger trop vite. Ça peut toucher aussi bien à la surconsommation alimentaire qu'aux problèmes de digestion. Plein de choses qui font qu'elle va se pousser et décider à agir dans son changement. C'est déjà la fin de l'expérience de Julie, seulement dans l'exposition. Julie, elle aura été vraiment convaincue par ce service et elle souhaiterait quand même être accompagnée encore dans l'amélioration de son comportement. Donc le service Retour sur Soi, à la fin de l'expérience, va lui proposer un service d'abonnement dans le but que, si elle le souhaite, elle ait accès à cet objet et à tout le dispositif du service à domicile. Indirectement, ce qu'a fait Retour sur Soi, c'est par ce petit nudge d'inciter et de tenter l'utilisateur à développer ses nouveaux comportements. Et en s'inséminant dans cette exposition, il a été aussi un nouveau biais pour attirer des clients parce que, vous l'aurez compris, je me serais très mal vu de proposer directement cet objet à la FNAC sans contexte et sans sujet en particulier. Là, l'exposition prêtait vraiment au contexte et donc les deux ensemble ont fait que ça permettait de toucher la cible qu'on souhaitait. Donc les jours passent et Julie va recevoir l'outil de communication à domicile. Ce qui est important à savoir, c'est qu'elle ne va pas recommencer tout le processus de création de son soi futur. L'avantage avec la technologie que ça embarque, c'est que ces données ont été enregistrées sur des serveurs cloud et l'idée est qu'elle puisse reprendre directement là où on en était dans son service-là. Elle peut donc reprendre directement à la quatrième étape qui est la réalisation de ces nouveaux comportements. Elle va accéder à différents défis et exercices qui vont être proposés par le service dans le but de développer des nouveaux comportements liés toujours à sa consommation alimentaire. Donc quand elle sera en mesure de réaliser ces défis qui vont lui être envoyés aussi bien sur l'outil de communication mais également sur une application qui reprend les mêmes codes visuels, Julie pourra lancer l'application et observer les consignes, les conseils à appliquer pour adopter ce nouveau comportement et ce nouvel exercice. Dans l'exemple, ici, Julie, on va lui proposer un exercice qui s'appelle le grain de raisin. Pour vous l'expliquer simplement, l'exercice du grain de raisin, de base, ça part du principe qu'il faut observer un grain de raisin, sentir sa texture, le goûter, le sentir, avoir beaucoup d'interactions avec un petit aliment sur de longues minutes. Indirectement, cet exercice, son but, c'est de développer la pleine conscience de Julie, centrée sur sa consommation alimentaire. Et le but, c'est qu'à long terme, cet exercice se développe et aille toucher d'autres comportements alimentaires, pas seulement le grain de raisin. Ça va toucher ses repas, ça va toucher ses petits déjeuners, ça va toucher ses goûters, et ça va toucher toute sa connaissance globale autour de ce comportement alimentaire. Et afin d'ancrer ce nouveau comportement dans le quotidien de Julie, il va se suivre une étape de valorisation de son comportement. Donc d'un aspect social notamment, puisque sur l'application, il y a une communauté Retour sur Soi qui a pour but d'inciter et encourager tous ses utilisateurs à aller plus haut, à se pousser, à agir ensemble dans un bien commun, mais pour aussi le partager sur ses différents sociaux et revendiquer son amélioration de comportement sur Instagram, Facebook, Twitter, qu'importe. Et l'idée, c'est que ses amis qui ne sont pas forcément dans le système Retour sur Soi puissent quand même voir l'évolution des comportements de Julie pour ensuite l'inciter, la motiver, la pousser à aller encore plus loin. Une fois que son comportement alimentaire est amélioré, ou du moins une des parties de son comportement alimentaire est améliorée, le service de Retour sur Soi va recommencer, mais cibler cette fois-ci d'autres comportements. Ça peut être très bien la consommation des réseaux sociaux, de musique en streaming, toutes ces choses-là. Chaque comportement a un impact, des conséquences et un manque de connaissances par rapport à ça. Et donc, ça reprend toujours le même service dans le but qu'elle puisse améliorer ses comportements en rapport ou non, comme je vous l'ai dit, avec les 5 renforceurs primaires. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a encore une fois cette nouvelle étape qui, après avoir bien amélioré ses comportements individuels par rapport à sa consommation alimentaire ou aux 5 renforceurs primaires, elle puisse accéder à ce niveau qui va être collectif, où là, elle va pouvoir rejoindre la communauté de Retour sur Soi, qui va pouvoir ensuite créer des groupes pour ensuite agir et créer des expériences communes et collectives par rapport à ce service-là. Avec le temps, le but, c'est qu'aussi un rituel s'installe entre Julie et l'objet de communication. Les comportements, ils évoluent constamment. On ne définit pas un nouveau comportement et on ne l'installe pas à long terme. Donc l'objectif, c'est qu'à long terme, ce rituel s'installe entre les deux dans le but que Julie transmette à chaque fois l'évolution de ses comportements et ainsi de suite. Pour conclure, les bénéfices de Retour sur Soi, je les ai simplifiés en 3 phrases, c'est de vivre une expérience d'introspection assez inédite dans le but d'améliorer ses comportements problématiques par le retour sur soi. La seconde étape est de développer la conscience de tout individu vers chacun de ses comportements, qu'il en comprenne l'ensemble de ses problématiques pour le pousser à les changer et à les améliorer, et de mettre la technologie, pour une fois, selon moi, au service de l'amélioration de ses comportements, d'un bien commun, et que ça touche ensuite plein d'autres sujets et plein d'autres aspects de la vie.
Pour conclure, l'anecdote que vous avez racontée sur moi en tout début de présentation, ça a été un retour sur moi assez frappant, qui m'a poussé aujourd'hui à concevoir ce service retour sur soi, dans le but qu'un jour, on ait tous la possibilité de faire ce retour sur soi, sur nos comportements, car j'estime que si on souhaite un jour qu'on change nos habitudes de comportement et qu'on améliore les modes de vie de chacun, ça doit surtout passer avant tout par un retour sur soi et une amélioration de soi personnel. Pour conclure, je remercie encore une fois Damien, directeur de Majeur, qui m'a suivi aussi bien professionnellement que personnellement. Un grand soutien. Je remercie aussi Céline, Dominique et Catherine qui ont été mes référents pendant mon suivi de diplôme. Et enfin, une petite pensée à Julie, je pourrais en citer plein, mais ceux qui sont affichés en ce moment même, Tatiana, Joséphine, Chani et Hugo, ils passent en ce moment même à 15h leur soutenance. Ils ont été là, on a été ensemble à travailler ensemble du début à la fin. Et donc mes dernières pensées vont à eux. Gros cœur sur eux. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et j'ai hâte d'avoir tous vos retours par rapport à mon projet. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci. Merci pour la qualité de ta présentation. Merci. Très fluide. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine. Tu peux commencer si tu veux. Ah, moi, pardon. En fait, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'y crois à ton truc. C'est pas évident parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est assez complexe à assimiler, mais j'y crois. C'est juste la problématique du coût du haut-parleur ultrason qui me fait peur. Donc, quand on revient sur Terre, quand on remet les pieds sur Terre, ouais, je trouvais ça très bien présenté, très bien amené, très bien expliqué, de la gestuelle, oui, bien aimé. Merci. Et juste pour revenir par rapport au coût, l'idée que j'ai eue avec l'abonnement, pour le rendre un peu réaliste, c'est qu'en effet, à l'achat brut, par la technologie d'écran miroir, de transducteur ultrason microphone, on aurait été sur un objet qui pourrait coûter le prix d'un ordinateur classique. D'où l'idée d'avoir pensé à l'abonnement, puisque d'un côté, tu réduis les coûts sur l'immédiateté, mais tu les étales à long terme, et ça permettait aussi de renforcer l'idée de s'introspecter sur le long terme et donc de renforcer le service à être utilisé à long terme. Le but aussi du service, c'est pas de l'utiliser pendant 40 ans. Peut-être que pendant un an ou deux, tu vas l'utiliser et après tu vas changer et tu vas le rendre au service retour sur soi. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à l'idée d'abonnement. Car en effet, à l'achat brut, ça en fait très cher. Voilà, Faites pas y penser. merci. Bon, en lien avec ça, j'ai une question. J'ai pas compris l'intérêt de recevoir de nouveau l'objet chez soi par rapport à avoir une application. C'était toujours dans cette idée où la technologie de réception, émission du son crée cet écho de soi. Je la trouvais beaucoup plus pertinente de la représenter à travers un objet plutôt que par le téléphone. En effet, avec le téléphone, on peut tout faire aujourd'hui. Il y a le micro, il y a les haut-parleurs, mais pour moi, il n'y avait pas... On restait encore dans ma problématique de on est tous sur son smartphone. Alors que là, l'idée, c'était vraiment je développe un autre objet qui, limite, en plus, va me pousser à moins utiliser mon smartphone. Donc, je voulais vraiment pas m'axer complètement sur une application. Il y en a certes une si, par exemple, on doit exercer des exercices à l'extérieur où on ne pourra pas déplacer son objet parce qu'on y tient un petit peu, peut-être. Mais voilà, donc j'y ai pensé et en effet, pour moi, ça aurait été beaucoup trop triste de m'arrêter à une simple application. D'où toute la réflexion que j'ai eue par rapport à l'objet. Et dans ce cas, je vais essayer de rebondir. Pourquoi ne pas hacker le téléphone que l'on mettrait lui-même dans un objet qui serait un peu un coffre qui permettrait de faire cette distanciation-là et de profiter de la technologie du téléphone transformée en l'objet retour sur soi. C'est-à-dire En fait, par exemple, le principe de micro et de haut-parleur, le téléphone l'a déjà. Oui, c'est vrai. Donc on peut réduire le coût de l'objet en mettant le téléphone dans une pochette, je ne sais pas. C'est vrai qu'une des ouvertures à laquelle j'ai pensé, c'est que déjà, il n'y a pas un objet par personne. L'avantage, c'est qu'on peut se créer autant de profils que l'on souhaite, si on est dans un cadre familial ou amical. Et peut-être qu'après aussi, les étapes du niveau collectif de la réalisation de ces nouveaux comportements, on ne va pas demander à tous ses amis d'acheter un objet pour ensuite réaliser ces nouveaux comportements. Donc en effet, on peut très bien imaginer que l'application, à certaines étapes, notamment au niveau collectif, on n'a pas besoin de produire des centaines d'objets retour sur soi. On peut très bien en avoir quelques-uns qui représentent un groupe et donc indirectement ça diminue aussi les coûts environnementaux parce que bon, ça a quand même un coût. Il ne faut pas le nier qu'une technologie comme ça a un coût, mais que l'ambition que j'ai derrière, c'est que ce coût-là ait ensuite un impact et des conséquences sur les autres coûts de tous nos autres comportements.
Mais c'est une très bonne remarque, en effet. Merci. Et par rapport à ça me faisait penser à Google Home ou Alexia, parce que si les fonctionnalités sont pas exactement les mêmes, mais ça en approche quand même. On n'est pas très loin, c'est vrai. Et ce qui pour moi aurait pu être différent, en effet, ça aurait pu être aussi une approche de se dire je vais détourner des technologies existantes en prenant le Google Home, l'iPhone, et ensemble ça crée un nouveau système. Et moi, je tenais vraiment à ce que l'ensemble de l'objet reprenne cette idée d'introspection. Donc j'ai évoqué l'écho, le miroir de table, et donc peut-être que dans le Google Home, il n'y a pas tout ça. Et encore une fois, on retombe sur c'est un objet qu'on utilise déjà. Et encore une fois, c'est peut-être pas vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment créer quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais ne pas reprendre de l'existant. J'ai repris seulement de l'existant pour certaines technologies, mais dans l'aspect visuel, surtout là où va se faire l'échange, pour moi c'était important qu'il y ait quelque chose d'assez inédit dans l'approche. Et sur le côté, je m'interrogeais beaucoup quand tu décrivais le fait qu'en échangeant avec le retour sur soi, on a finalement une analyse de qu'est-ce qui est bien ou mal. Sur l'alimentation, c'est le scénario sur votre Oui. Ça s'applique au sport, à la manière dont Exactement. toutes les activités du quotidien. Qu'est-ce qui définit les critères tu as parlé à un moment donné, qui est un algo, ça va chercher des données avec l'IA pour avoir des bases de référence qui permettent d'orienter un comportement différent. Pour moi, les bases de référence qui sont les plus utilisées aujourd'hui, c'est les études scientifiques. C'est pour ça que je me suis dit que si on nourrissait le service avec des études scientifiques avérées, parce qu'on sait aujourd'hui que malheureusement il y a des études scientifiques qui sont financées par d'autres moyens dans le but de soutenir certaines preuves, moi c'est vraiment limite me baser sur des études scientifiques indépendantes et après qu'il y aura un travail d'intelligence artificielle où en fonction de la réponse, imaginons qu'on estime que, si je vous donne un exemple, sur la consommation de tabac, une cigarette Indus équivaut à 4 litres d'eau potable. Si ma réponse que je lui donne sur cette question de combien consomme, combien de ressources en eau potable utilise une cigarette, je lui réponds un verre d'eau, dans ce cas-là, le service va me dire ok, très faible connaissance du truc, mais le but encore une fois, ce n'est pas de juger, c'est de dire juste bon bah, tu as une faible connaissance, mais c'est pas grave parce que nous, mon but c'est de t'accompagner pour apprendre. Par contre, si je dis que la consommation en eau d'une cigarette c'est de 3,5 litres, là il va sûrement se dire ok, il a quand même une petite connaissance, il voit à peu près on va dire, les enjeux et les interactions qui sont liées par rapport à cette consommation-là. Donc c'est surtout de la comparaison, mais ce n'est pas de la comparaison qu'il va faire retranscrire en direct. C'est la comparaison interne qui va être travaillée par l'IA et le service. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je continue, mais sur. En fait, je m'interrogeais par rapport à la thématique de ton mémoire, où tu parlais beaucoup du fait qu'on essaie d'entretenir un espèce de présent éternel qui est là actuellement pour tout un moment. Et en décrivant ton scénario, il y a ce côté, on décrit comment on est aujourd'hui, on se projette un peu dans le futur, mais du coup j'ai l'impression qu'on essaye quelque part d'influencer notre devenir au futur. Et donc on entretient toujours cette idée de on peut rester comme on est aujourd'hui ou le mieux possible. Donc voilà, je ne sais pas si c'était volontaire. Par rapport à ça, il y a une partie que j'ai vraiment pas évoquée et c'est pas forcément volontaire. C'est l'idée aussi que ton reflet futur, il a un autre objectif, c'est d'être l'objectif à atteindre en effet. Et donc, si l'utilisateur peut percevoir que si dans un mois, il réalise tel comportement, ça aura tel impact et telle conséquence et sera tant positif que ça va lui permettre d'avoir cette projection sur le long terme et donc de retrouver cette attention que, comme je décrivais, on perd de plus en plus et qui est problématique. Et donc indirectement, ce reflet futur va être aussi un objectif à atteindre. Et après, en effet, le but, c'est pas que tout le monde atteigne l'objectif idéal et qu'on soit des super hommes. On a tous nos petites qualités, nos petits défauts, ça c'est normal. Mais on est tous différents et ça se respecte. Et donc, et aussi, les objectifs ne seront pas les mêmes en fonction de chacun. En fonction du même comportement, on aura différents types d'objectifs en fonction de notre connaissance, de notre capacité à agir, et ainsi de suite. Et en termes de captation et de partage des données, est-ce que tu as réfléchi un peu à comment ça va être utilisé pour alimenter? C'est vrai que quand je parle de deep voice, on va dire, deepfake c'est beaucoup plus connu, mais le deep voice est en train d'arriver de plus en plus. C'est un constat que j'ai aussi essayé de partager auprès des utilisateurs potentiels. Et aussi ce pourquoi je suis parti sur l'audio et l'aspect auditif, c'était surtout qu'il présentait moins de problématiques sur
l'intimité et la confidentialité de la personne par rapport à un aspect visuel ou par rapport à un autre type d'aspect. Donc il y a cette partie-là. Et en termes de sécurité des données, aujourd'hui, on pourrait dans un monde de bisounours se dire que nos serveurs cloud chez Azure ou VH Cloud sont assez sécurisés pour protéger l'ensemble de nos données. Je laisse l'hypothèse ouverte, mais en tout cas aujourd'hui s'il s'avère que si ça fonctionne bien et si les entreprises qui ont vraiment des contraintes à respecter en termes de confidentialité utilisent ces services cloud, j'estime aussi qu'un service comme celui-ci pourrait utiliser des serveurs cloud dans le but de protéger au mieux les données de chacun. Tu nous as présenté comme point de contact le premier par l'exposition. Ouais. Est-ce que tu as exploré d'autres points de contact potentiels? Ce qui m'intéressait beaucoup dans l'exposition, et après je suis sur l'ouverture, Oui. c'est vraiment cette idée de on va chercher l'utilisateur là où on ne l'attend pas. On aurait pu se dire, bon, bah, mon service, comme je l'ai dit un peu pendant la présentation, on va le mettre chez Darty à la FNAC et si tu es intéressé, tu l'achètes. Moi je voulais vraiment que d'abord il y ait une expérimentation pour ensuite pousser l'utilisateur à se dire ok, c'était cool, ça peut me pousser à aller encore plus loin. Donc peut-être qu'il peut y avoir des lieux qui sont dédiés un peu à cette expérimentation-là. Donc je ne sais pas si on peut penser à des festivals ou ce genre d'événements où on vient expérimenter quelque chose, pas acheter un produit brut dès le départ, on vient vivre une expérience pour ensuite essayer de faire autre chose avec. Donc peut-être des festivals, des expositions, là, des musées. Et tous ces lieux d'expérience peuvent être un bon point d'accroche pour nos produits, je pense. La boutique de Tomb Raider. C'est pour ça qu'on est amis. Peut-être qu'il aurait dû être là, c'est vrai. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de tableau. Un stylo. Tu veux que je dessine dessus là? Au milieu. Il m'engueulerait, je pense. Il tient beaucoup à sa 3D. Eh ben, merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre attention et merci d'avoir lu mon mémoire aussi parce qu'on peut toujours avoir un doute. Merci beaucoup.